Merci, amis téléspectateurs, de nous accueillir chez vous à travers la télévision Shingit, comme chaque mardi à pareille heure dans votre émission Opinion, ou bien dans votre émission qui s'appelle Mauritanie Now. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau M. Alassane Hamadi Assoma Ba, d'Ibalas, le président du PMC Arc-en-Ciel. Si je ne me trompe. Monsieur Ba, bonsoir. Tout à fait. Bonsoir, Monsieur Gaye. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais présenter mon invité. Monsieur Alassane Hamadi Somaba est originaire de Seili Babi. Il a suivi ses études primaires avant d'aller d'effectuer une formation d'enseignant à l'école normale des institutions de Nouakchott de 1966 à 1970, si je ne me trompe. Tout à fait. Il enseignant successivement à Seili Babi, Kankossa et Nouakchott. Il se glorifie aujourd'hui de pouvoir citer parmi ses anciens élèves une multitude de hauts cadres, parmi lesquels des ministres, des anciens ministres du gouvernement de transition, des médecins, des officiers supérieurs de l'armée. Je pense que je suis fidèle par rapport à tout ce que vous avez fait. Jusqu'à présent. Oui. Aujourd'hui, quel sentiment ça vous fait? Oui, d'abord, je vous remercie au nom du PMC Arc-en-Ciel et à mon nom personnel de nous redonner l'occasion de nous adresser à vos téléspectateurs, c'est-à-dire à l'ensemble des Mauritaniens de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est important pour un homme politique. Ça nous va droit au cœur, ça nous fait plaisir, nous vous remercions pour cela. Dans votre présentation de départ, je m'en vais corriger un peu, une toute petite erreur. Je ne suis pas originaire de Seili Babi, je suis natif de Seili Babi. Vous êtes originaire Je suis originaire de Ayrembar, Ayrigolere, Sénobousobé. Okay. Mais je suis natif de Seili Babi. Merci. Natif de Seili Babi, on revient toujours rentrer dans la vie de l'homme avant de rentrer dans des questions du jour. Vous avez dirigé le collectif des opérateurs économiques victimes des événements de 1989. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'entend pas parler de ça. Oui, c'est-à-dire le collectif des opérateurs économiques victimes des événements de 89, en abrégé COPECO 89, RIM, était né surtout à la période où le passif humanitaire était sur la sellette et des personnalités de ce pays étaient désignées pour le piloter et pour trouver des solutions. Il s'est trouvé que cette équipe-là n'avait pas du tout accepté de nous d'inclure les opérateurs économiques. Quelle équipe, pour être clair? Non, l'équipe, on sait très bien, c'était le général Dia qui était chargé. Qui n'a pas réussi sa mission, vous voulez dire? Non, je ne dis pas qu'il n'a pas réussi sa mission. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, opérateurs économiques, il nous a mis complètement sur la touche, il nous avait oubliés royalement, et puis ça avait découragé beaucoup de nos militants qui ne croyaient pas, qui sont des victimes, mais qui ne croyaient pas qu'on allait en fin de compte rentrer dans nos droits. Mais comme moi je suis dur à cuire et je n'abdique pas, j'ai essayé de trouver une autre forme de revendication pour faire entendre la voix des opérateurs économiques par la voie politique. Par la voie politique. Et ça a bien marché parce que vous le savez très bien, tout le monde avait dit, les autorités avaient dit, tout le monde avait dit que le passif humanitaire c'était clos, c'était réglé, on n'en parle plus. Mais vous savez très bien qu'au dialogue, on en a discuté, nous avons convaincu les autorités que ça, c'est un grand pan du passif humanitaire qui avait été ignoré, et les autorités, et les dialoguistes, pas les autorités, les dialoguistes ont demandé que ce dossier, que le passif humanitaire soit réouvert, afin que définitivement qu'on règle l'ensemble des victimes qui n'avaient pas été satisfaits lors de la première opération. Est-ce que c'est pas nous nous réjouissons de cela. Est-ce que ce n'est pas deux poids, deux mesures? Dans la mesure où aujourd'hui, le gouvernement, en ce qui le concerne, le dossier est clos.
quand vous revez, est-ce que ce n'est pas pour essayer Non. de masquer Non, le dossier, vous, le gouvernement, le oui, dossier... par rapport à vous, vous avez dit que l'État vous doit 700 millions. Non, non. Vous avez dit ça dans une émission non, de je télévision. vous ai dit, d'abord, le gouvernement, au début, c'est pas parce que je veux le défendre, il avait estimé que le dossier était clos, parce que certainement, ceux qui s'occupaient du dossier, ceux qui géraient le dossier, lui avaient fait comprendre, lui avaient fait entendre que toutes les victimes leur dossier était réglé. Mais vous, en ce qui vous concerne, en tant qu'un homme politique qui côtoie les populations, est-ce que selon vous, le dossier est clos? Non, le dossier, il vient d'être réouvert officiellement par le biais du dialogue. Ça, c'est un grand acquis au niveau du dialogue. Parce que pour ramener la paix dans les cœurs de toutes ces victimes, ce passif humanitaire qui est une épine dans la conscience de tous les Mauritaniens, pour le dépasser, il faut solutionner ce passif humanitaire. Les dialoguistes, nous les remercions parce que c'est l'ensemble des dialoguistes qui ont parlé du passif humanitaire, qui ont dit qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas rentrés dans leurs droits. Il y a beaucoup de victimes en amont, dont les opérateurs économiques qui n'ont pas été du tout. Je reformule ma question. Je reformule ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au dû que vous avez demandé au gouvernement, vous avez tantôt dit qu'il vous doit 700 millions? Non, je n'ai jamais dit 700 millions. Je vous ai dit que le 24 avril 89, j'ai perdu en une matinée 241 millions d'ouguiyas. Ça, c'est naturellement le 24 avril 1989. Ouais. Demandé aux financiers, moi j'étais un homme d'affaires, ça provoquait un manque à gagner. Et voilà que ça fait 28 ans. Ouais. Si ces 241 millions avaient continué à travailler depuis 1989, depuis 24 avril 1989, je suppose qu'il y a des intérêts que ça devait nous rapporter. Oui. Et ça, c'est moi personnellement, mais il y en a d'autres. Oui. Je ne suis pas le seul concerné. Oui, mais votre dossier était très loin parce que vous êtes passé dans les instances et la justice vous a donné raison. Oui. Ce dossier aussi, vous l'avez présenté au président Mohamed Ould Abdelaziz. Non, vous faites un amalgame. C'est deux dossiers différents. Oui. Le dossier qui était présenté à la justice, c'était un autre dossier. C'était un dossier contre la BNM. Ce n'est pas le dossier de la destruction de mes biens le 24 avril 1989 qui est de la responsabilité de l'État. Parce que l'État n'a rien fait pour sécuriser mes biens et même pour sécuriser ma personne et la vie de l'ensemble des membres de ma famille. L'autre dossier qui a été en justice, c'est un dossier contre la BNM. Qui est toujours là-bas, en instance. Est-ce que vous avez discuté de ce dossier avec le président? Non, jamais. Jamais je lui ai parlé de ce dossier. Moi, j'ai parlé du dossier où l'État était véritablement responsable parce qu'il avait obligation d'assurer ma sécurité. Il ne l'a pas fait, il a démissionné. Les policiers étaient là, ils croisaient les bras. Ils n'ont absolument rien fait pour empêcher les pillards de détruire ma structure. Et c'est là où la responsabilité de l'État intervient. On se rappelle, vous avez remercié publiquement par rapport à votre association en disant que vous remerciez dans le temps avant l'arrivée d'Aziz Sidi Bou Cheikh Mohamed Abdallah et aussi le Premier ministre par rapport à l'ouverture du dossier sur le CAPECO. Oui, c'est-à-dire en ce temps, il n'était même pas question de parler du passif humanitaire. Mais c'est quand le président Sidi avait pris fonction et qu'avec son gouvernement, la dynamique de règlement de ce dossier de passif humanitaire avait été lancée et naturellement, je me devais en ce temps de remercier les autorités qui avaient eu cette bonne volonté-là. Et je continue à les remercier parce que c'est grâce à ces autorités que ça a bougé d'une ligne et que ça continue à bouger aujourd'hui. On revient sur les dossiers brûlants du pays. On va commencer d'abord par la sortie du Premier ministre, le communiqué qu'on a publié à travers... Ne dites pas la sortie du Premier ministre. C'est le communiqué. C'est le contenu quand même. Non, vous continuez à tomber dans l'erreur.
Dites la prétendue sortie du Premier ministre. La prétendue sortie du Premier ministre. Merci. L'État mauritanien aurait délibérément délaissé la zone du vallée du fleuve Sénégal, le sud, selon les informations fuitées lors d'un échange entre le Premier ministre Yahya Ould Hadamine et ses conseillers. Moi, je considère que ça s'est dépassé. Mais c'est un dossier latent. Comment c'est dépassé quand un Premier ministre tient ses propos dans une société très divisée. Non, exactement. Il n'a pas tenu ses propos. S'il avait tenu ses propos, je serais le premier à me dresser contre ses propos, à le combattre. Et à combattre tous ceux qui encouragent cet esprit. Mais quand ce bruit mal intentionné a circulé, naturellement, ça a choqué plus d'un. Ça a créé une confusion totale, aussi bien ici à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ouais. Et ça a mis tout le pays en ébullition, toute la vallée en ébullition. C'est en ce moment que l'ensemble des sympathisants de Arc-en-Ciel, des militants de Arc-en-Ciel et les autres Mauritaniens qui savent, qui déjà connaissent sur ce plan la sincérité du PMC Arc-en-Ciel, son courage politique, ces gens se sont étonnés que Arc-en-Ciel n'ait rien dit. Ils nous ont pratiquement obligés à sortir une déclaration pour condamner les déclarations. Vous avez sorti une communication? Non, pour les gens, les Mauritaniens étaient assoiffés. Ils attendaient notre déclaration parce que Dieu merci, nos déclarations sont fondées. Leurs déclarations rassurent les Mauritaniens parce que c'est la vérité. Les Mauritaniens, pour sortir de ce cafouillage, voulaient entendre quelle est la position de Arc-en-Ciel par rapport... Mais en si peu de temps, Arc-en-Ciel ne peut pas prétendre être la voix des Mauritaniens. Je ne dis pas parce que vous n'avez pas de conseiller, vous n'avez pas de député. Je ne dis pas que je suis la voix des Mauritaniens, je ne dis pas que Arc-en-Ciel, mais Dieu merci, c'est vous, les médias, qui nous avez donné cette aura. Mais aussi, c'est les médias que vous avez contredit en disant que ces médias-là, ils ne sont pas sérieux par rapport vraiment à leur publication. Donc, il y a j'arrive, s'il vous plaît, j'arrive. Vous aurez constaté déjà qu'il y a un grand changement, que M. Balas est très calme maintenant. Il s'assagit sur ce plan, parce que chaque jour, un homme doit tirer des leçons. Je remercie les camarades, les militants, qui me font des critiques. Vous aurez l'occasion de le faire parce que le temps, on a des dossiers qui sont là qu'on doit en discuter. Vous aurez l'occasion. Qui me font des critiques pour me dire que j'élève trop la voix, que je gesticule beaucoup. Donc je vais me rectifier parce que je prends en considération leurs critiques qui sont constructives. Je reviens à la question. Quand tout le monde nous a demandé de faire une déclaration, on a dit non, on ne fait pas une déclaration sur la base des prétendus, sur la base des affabulations. Quand on voit que le texte lui-même, la dépêche elle-même, elle est écrite au conditionnel, ça nous a créé du doute. On a préféré alors, comme toujours, aller à la source, puiser à la source pour connaître réellement ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à rencontrer le Premier ministre, qui a accepté. Je le remercie pour cela. C'est normal. On est dans un contexte où aujourd'hui, en vraiment, tout cas, on a des c'était pour la première fois que j'avais demandé à le rencontrer. Et beaucoup de gens demandent à rencontrer les autorités supérieures de l'État. La liste est longue, la liste d'attente. Et si moi j'ai demandé en jeudi, en vendredi, on me dit que le Premier ministre vous recevra lundi, ça mérite quand même des remerciements. Parce que vous faites partie d'une des cartes sûres du référendum. Oui, donc quand j'ai rencontré le Premier ministre, ça a été très facile. Il m'a prouvé avec des preuves, il m'a montré que c'est une affabulation. Et jusqu'à même me dire d'où ça vient et voir l'information d'abord, comment la dépêche, comment elle a été écrite au conditionnel, et pourquoi c'est le site Al-Akhbar qui est bilingue, qui est arabe et français, ne l'a sorti qu'en français. Il ne l'a pas sorti en arabe. Attention, je commence à élever la voix. Donc le site Al-Akhbar l'a sorti qu'en français, il ne l'a pas sorti en arabe. Ça, c'est déjà louche, c'est déjà suspect. Et le Premier ministre a dit également,
Attention, je ne suis pas là pour faire l'avocat du Premier ministre, mais je rapporte, En tout cas, je rapporte ce qu'il m'a dit. Hey. Alors, quand le Premier ministre m'a dit que le président Balas, ça c'est premièrement, c'est au conditionnel. Vous êtes... on a vu un vous article au conditionnel qui a fait arrêter 2 journalistes. Premièrement, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je vais vous dire, premièrement, c'est au conditionnel. Deuxièmement, c'est suspect. Pourquoi c'est en français, ce n'est pas en arabe? Ça, on veut soulever une partie de la population mauritanienne. Ça, c'est clair. Troisièmement, alors, pour faire un démenti, nous avons estimé que ce n'est pas la peine. Chaque jour, on en ferait. Parce que chaque jour, avec cette liberté d'expression qu'on a autorisée, qui est un signe éclatant de notre démocratie en Mauritanie, si on devait faire un démenti, en ce temps, on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à intenter un procès contre le site Al-Akhbar, intenter un procès contre les journalistes, et nous ne voulons pas rabaisser notre liberté d'expression. Voilà ce que le Premier ministre a dit. On va revenir là-dessus. Je termine pour que vos téléspectateurs comprennent définitivement qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il dit voilà. Donc, on n'a pas voulu faire Il n'a pas voulu faire un démenti. On n'a pas voulu faire un démenti parce qu'on sait que la vérité se saura. La vérité se saura. Et il m'a même dit, j'ai apprécié, il me dit, mais président Balas, si vous devriez faire des démentis sur tout ce qu'on vous accuse, vous auriez passé tout votre temps à faire des démentis. Et moi, tout ce qu'on dit que le président Balas ceci, cela, vous auriez pu chaque jour faire des démentis. Quelquefois, il a été mon avocat, sans me connaître, il a été mon avocat dans certains milieux pour dire, écoutez, laissez ce Balas tranquille, ce que vous racontez n'existe pas, c'est faux, c'est archi faux. Bon, ça je le remercie pour cela. Donc, voilà la raison principale. Et il était certain qu'il ne l'a pas dit. Il était certain que la vérité finira toujours par triompher, par apparaître. C'est pourquoi il ne s'est pas pressé. Je reste toujours par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des zones d'ombre par rapport même à l'énoncé, aussi par rapport à ces affirmations. Aujourd'hui, croyez-vous que la vallée n'est pas délaissée? La vallée du fleuve Sénégal. Je vais m'expliquer. Par rapport à... Vous avez juste vu le premier mai. Pourquoi Balas n'est pas parti voir l'Akhbar? Demandez le pourquoi ils ont publié cet article. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on doit entendre les deux parties. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez seulement accepté... El-Akhbar a été entendu. El-Akhbar a été entendu. El-Akhbar... Aussi, le Premier ministre, il a des conseillers en communication. Monsieur Gaye, s'il vous plaît, El-Akhbar a été entendu. Donc, j'ai la version de El-Akhbar. Ce qui restait au PMC, et attention, ce n'est pas moi encore qui suis parti. J'ai eu une injonction dans mon bureau exécutif. C'est le bureau exécutif qui a convoqué une session extraordinaire, qui a dit au président, rentrez en contact avec le Premier ministre. On aime la quiétude, on aime le calme, ça s'agite dans le pays, ça s'agite à l'extérieur. Il y a énormément d'audio qui circulent, des vatanguéristes qui sont en train de... Ça, ce n'est pas bon. Donc, allez-y voir le Premier ministre, demandez-lui si cette information est juste. Vous êtes parti à quel titre? Je suis parti au titre du président du PMC Arc-en-Ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas l'avocat du Premier ministre? À vous entendre parler, vous avez défendu seulement le Premier ministre, bec et ongle. Je ne suis pas l'avocat du Premier ministre. À vous entendre parler, vraiment... je n'ai pas dévendu. Je suis l'avocat de la vérité. Je suis l'avocat de l'objectivité. Je suis l'avocat de la tranquillité des Mauritaniens. Est-ce qu'on peut avoir une tranquillité sans justice? Non, je suis l'avocat... Est-ce qu'on peut avoir une tranquillité sans justice? La justice, c'est un gros mot, mon cher ami. La justice, où est-ce qu'elle existe sur cette terre, sur cette planète? Où est-ce que la justice existe? Mais je constate quand même que notre pouvoir, notre gouvernement est en train de faire des efforts, et ça fait partie des résultats du dialogue, pour avoir d'abord un état de droit, un état démocratique, une justice indépendante. Ça, c'est une des recettes principales du dialogue. Donnons le temps. Les résolutions, l'acte politique, il y a 56 points, 56 maladies qui ont été diagnostiquées, et que le gouvernement s'est engagé à régler, à soigner. Parmi ces points, il y a la liberté de la justice, qui est un pouvoir, sa liberté totale, son pouvoir.
Et donc, ils sont en train de s'atteler pour parvenir à cela, bien que ce soit utopique. Je dis que la justice humaine n'existe nulle part sur cette planète. Vous nous avez parlé en disant que vous êtes là pour les autorités aujourd'hui pour la liberté de la presse. Que faites-vous de la dernière loi adoptée à l'Assemblée nationale? Je disais, oui, parce que là, je m'excuse, je ne ferai pas le Georges Marchais face aux journalistes mauritaniens. Vous savez, les journalistes mauritaniens, Georges Marchais, le président du Parti communiste français, et ou bien Jean-Luc Mélenchon, ils sont sévères avec les journalistes. Ils ne vous font pas la part belle. Je ne ferai pas ça aux journalistes mauritaniens, mais je constate que les journalistes mauritaniens s'écartent un peu de leur déontologie. Ils racontent des choses qui ne sont pas vérifiées. Ils font des accusations. Hein? Et là, la déontologie même du journalisme, si je peux dire le serment d'Hippocrate des journalistes, ne devait pas leur permettre de véhiculer des informations quelquefois mensongères, des informations calomnieuses et qui vont irriter la population. Et nous, on a besoin de la paix, on a besoin de la tranquillité, on a besoin d'une information saine, réelle. C'est celle-là qui est positive, c'est celle-là qui fait avancer. Mais l'intoxication, on n'en a pas besoin. Malheureusement, les journalistes, beaucoup d'entre vous font de l'amalgame, font de l'intoxication. Si je ne les attaque pas. Hein. Si ce n'est pas dans vos intérêts, je sais qu'ils vont dire que Balas demain nous a attaqués. C'est les politiciens, on a l'habitude. Vous savez, le journalisme est un métier très ingrat. Ouais. Si aujourd'hui c'est à l'encontre du président, on va dire que oui, on va sortir de loi. Si c'est en votre faveur, vous dites oui, les journalistes vraiment on se livre votre travail. Mais non, mais vous savez bien, soyez honnête avec vous-même. Oui, vous savez ce que nous avons comme journalisme. Nous avons des journalistes et nous avons des journalistes également. Oui. Ça, c'est les politiciens qui se posent par rapport à ça. Et je termine, je clôture. Ouais. Je clôture parce que je n'aime pas escamoter les choses. Ouais. Je veux que ça soit clair dans les esprits. Mais après, en tout cas, sur le dossier du Premier ministre... Après mon audience avec le Premier ministre, 2 jours après, sur Tawari, il a fait le démenti. Il a fait le démenti, ça m'a fait plaisir. Pourquoi vous croyez il n'a pas fait le démenti à Al-Akhbar qui est cité? Mais il n'a pas, parce qu'à Al-Akhbar, il se serait attaqué à Al-Akhbar. Ce qu'il aurait dû faire à l'Akhbar, c'est de porter plainte, de traduire à l'Akhbar au tribunal. Pour montrer qu'à l'Akhbar, ce qu'ils disent, ce n'est pas vérifié. Mais à l'Akhbar est resté net sur sa position. Non. Donc aujourd'hui, même s'il Al-Akhbar n'avait qu'à renchérir alors. Oui. Lorsque Arc-en-Ciel a fait un démenti, au nom du Premier ministre. Mais ils ne vont pas attendre la voix d'Arc-en-Ciel, mais la voix du Premier ministre qui est interpellé. Et lorsque le Premier ministre, 2 jours après, a fait son démenti sur Tawari, Al-Akhbar n'avait qu'à renchérir, comme font les journaux américains, comme fait le Canard enchaîné. Il n'a qu'à sortir une preuve supplémentaire. Mais non, ils se sont tus. Il n'avait qu'à faire comme Canard enchaîné, qui lance une information, s'il l'intéressé démenti, le lendemain, il sort encore une petite information qui enfonce le clou. Le surlendemain, il en faut une autre. Al-Akhbar s'est tu après le démenti du Premier ministre et après le démenti que lui a fait également Arc-en-Ciel. Al-Akhbar s'est tu. Et je sais pourquoi, je remercie la grandeur, je félicite la grandeur du Premier ministre qui n'a pas voulu traîner Al-Akhbar en justice. Quand même, un Premier ministre qui tient ses propos, c'est vraiment... décidément, jusqu'à présent, vous n'êtes pas convaincu. Je vous dis que le Premier ministre n'a pas tenu ses propos, M. Gaye. Ouais, vous êtes l'avocat du Premier ministre. Bon, tant pis, je suis l'avocat de la vérité. Je suis l'avocat de la vérité. Je vais revenir encore à M. Balas. On vous voyait un peu là où il y a des problèmes, on vous voit. Oui. On vous a vu dans les terres du Brakna. Oui. On vous a vu avec le procès de Biran Daoula. Oui. Un peu partout. Mais aujourd'hui, on voit un autre Balas qui a changé vraiment par rapport à ses propos. Si on entendait aujourd'hui juste les droits de l'homme sont en train de crier. On a vu que vous avez effectué beaucoup de voyages pour rendre visite à Biran Daoula. Vous êtes même failli, si je me trompe, vous me le dites, même faire un partenariat pour qu'il présente sur votre récépissé du parti. Voyez les journalistes. Ce que je taxais aux autres journalistes, maintenant je vais les taxer directement contre Mamadou Baïdi Gaye. Vous êtes en train de faire de l'amalgame, monsieur Gaye.
Ce que vous dites n'existe pas. Si ce n'est pas avéré, il faut. Non, ce n'est pas avéré, je vais vous le dire. C'est la fonction principale de faire un démenti. Je vais vous le dire. Oui. D'abord, il est vrai que Arc-en-Ciel il reste un lanceur d'alerte. En tout cas, on ne vous voit plus sur le terrain. Aujourd'hui, non, comment vous ne me voyez plus sur le terrain du foncier? Quand à Bogué, tout dernièrement, il y a eu ce qu'il y a eu, vous n'avez pas lu la déclaration de Arc-en-Ciel qui a certainement ramené le pouvoir à la raison. Pourquoi vous n'avez pas demandé une audience pour cela? Non. Sur ces terres, on n'avait pas besoin. Pourquoi vous n'avez pas demandé une audience au Premier ministre? Non. Alors que ça, c'est une question latente, c'est une patate chaude pour les autorités. On n'avait pas besoin de demander pour le problème de Bogué une audience. On n'avait pas besoin de demander une audience au Premier ministre parce que l'arrêté du gouverneur du Wali de Alleg était là, les déclarations du Wali de Alleg étaient là, les témoins oculaires de Bogué étaient là, ils se sont déplacés, je me suis entretenu avec eux, tout ce qu'ils ont dit est légal et juste et vrai. C'est sur la base de cela. Sur la base, toute la population de Bogué ne peut pas mentir. Je m'excuse si le terme est fort. Toute la population de Bogué ne peut pas se lever si elle n'a pas été blessée dans son amour-propre, si elle n'a pas été blessée dans son droit. Quand toute la population de Bogué a bougé, Arc-en-Ciel a fait un communiqué pour rappeler l'accord politique du dialogue. Que le foncier, on en a discuté. Et Arc-en-Ciel avait ça comme cheval de bataille au dialogue. Que le foncier, qu'on revienne au droit coutumier et que les terres de la vallée, aucune parcelle ne doit être touchée sans consultation avec les propriétaires terriens. Les populations locales. On ne fait aucun aménagement, on n'effectue aucun travail sans se concerter avec les propriétaires ancestraux de ces terres. On a fait ce communiqué. Ce communiqué, il vaut plus que de se mettre sur les tribunes. Il vaut plus qu'une audience au Premier ministre. Il vaut plus que de se mettre sur les antennes et de jeter des cailloux. Et de jeter des cailloux au pouvoir. Non. Quand on l'a fait, on a vu tout de suite. Je pense, en tout cas, ça a été une des raisons qui a fait que les choses ont commencé à se calmer. Le pouvoir, jusqu'à présent, le problème est là-bas. D'accord, mais je pense que là où vous appelez le palais présidentiel, les cris de lamentation. Laissez-moi. Oui. Donc alors, voilà, vous me faites perdre le fil de mes idées. Donc alors, le pouvoir a lâché du lest. En tout cas, il n'était pas venu hargneux comme les premiers jours. Donc, je considère que le pouvoir est en train de trouver une solution avec les propriétaires terriens de Bogué. Sinon, c'est certain que le bruit allait continuer jusqu'à présent. Je suis certain que le pouvoir est en train de discuter avec les représentants de ces propriétaires terriens et de trouver une solution. Voilà ce que nous voulons, nous, à Arc-en-Ciel. Ramener chacun à la raison. Que ce soit le pouvoir, que ce soit la population, que ce soit l'opposition. Nous sommes là. C'est un parti sage. C'est un parti qui est plus proche du gouvernement que l'opposition. Si vous le voulez, si vous le voulez, parce qu'aujourd'hui c'est le gouvernement qui règle les problèmes de la population. Nous avons intérêt. Mais est-ce que maintenir une pression ne peut pas aussi régler les problèmes du pays? Vous ne pensez pas qu'on a maintenu une pression? On a maintenu une pression parce que le pouvoir a su que Arc-en-Ciel est sage, Arc-en-Ciel est raisonnable, Arc-en-Ciel est patriotique, Arc-en-Ciel est constructeur de la paix nationale. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème, on demande à voir le président de la République. On le voit tout de suite. On demande à voir le ministre secrétaire général de la présidence. Mais il fit un temps quand vous demandez une urgence. On demande à voir le ministre secrétaire général de la présidence de la République. On le voit. On demande à voir le premier ministre. On le voit. On demande à voir le ministère de la Justice. On le voit. Le ministère de la Santé. On le voit. Le ministre de l'Intérieur. On le voit. Pour les problèmes des gens. Toutes ces audiences, jamais ça n'a été pour un problème personnel de base. Vos rapports avec l'opposition, vos rapports avec Biranda. Attendez, jamais, j'en arriverai. Merci de me poser cette question, je veux bien. Parce que Biranda Oulabé est en train de semer l'amalgame à l'extérieur. Je reviendrai là-dessus. Oui, on donc alors, l'opportunité de le faire. Donc alors, le pouvoir, à chaque fois qu'il y a un problème avec des tiers, avec la population, nous demandons envers le pouvoir. Quand on vient, on discute, on expose au pouvoir, il nous écoute. Et on constate tout de suite qu'il fait quelque chose. Partout où on a été, on n'a pas eu le sentiment, on a constaté
que le pouvoir nous écoute et qu'il prend en considération. Vous l'avez dit, moi j'ai effectué une mission récemment à Niakhouar, à Médine Fanaï, où il y a les grilles électrifiées, où il y a des champs où la personne pour cultiver, il doit débourser une somme de 50 000 oupias. Je C'est suis les pas, populations je suis pas même au qui courant. le disent. Je suis mais pas au aujourd'hui, courant si de vous ça. dites qu'aujourd'hui le problème n'est pas encore réglé, Non, jusqu'à moi présent, je n'ai pas dit que j'ai parlé de tous les problèmes de la vallée. Je n'ai parlé aux autorités que du problème de est-ce Donaï. qu'Al-Akbar n'a pas raison par rapport à la sortie du Premier ministre? Je n'ai parlé... que la vallée, les problèmes sont... Non, pas du tout. Oui. Je reviendrai, vous avez posé la question au début, Oui. mais vous nous faites du coq à l'âne. Je reviens là-dessus. Donc, je disais quoi encore? Que les grenouilles n'ont pas de queue. Qu'est-ce que je disais? Je disais que j'ai parlé aux autorités du problème de Donaï. Et le problème de Donaï, je peux considérer qu'il a pratiquement été réglé. Parce que celui qui occupait les terres depuis 1989 jusqu'à maintenant, qui avait son campement à Donaï, qui interdisait aux femmes, aux enfants, aux femmes d'aller chercher du bois dans le champ qui sont devenus des forêts, aux enfants d'aller faire leur sport ou d'aller faire leurs besoins sur cet espace, celui-là, il est parti. En tout cas, jusqu'à présent, c'est le village de Donaï enterre leur mort au Sénégal. Oui, mais d'accord, celui-là, il est parti. Il est parti, il n'est plus là alors qu'il était là en permanence. Aucune chèvre du village n'osait rentrer dans le périmètre. Aucune femme n'osait aller chercher du bois mort. Aucun enfant n'osait aller chasser des rapalmistes ou des écureuils. Maintenant, c'est libre, ils y pénètrent, ils font. Malheureusement, 27 ans, ça a fait pousser une forêt. Donaï, maintenant, son problème, c'est de trouver des gens, des bailleurs de fonds qui vont leur amener des moyens pour aménager. Et ce n'est pas facile d'aménager une forêt. Est-ce que pas du gouvernement pour devenir demain, pour dire cette forêt-là, on doit donner ça aux agrobusiness? Non, le gouvernement, je vous répète, a accepté au dialogue que le gouvernement viendra quand il trouvera des agrobusiness qui décide de travailler les terres de la vallée, les terres de Donaï, il viendra s'adresser aux villageois. Ça, c'est... Vous allez bientôt voir les lois organiques qui vont sortir, qui vont réglementer, réguler cela, cet accord du dialogue. On revient au référendum, parce qu'on est presque au terme du temps, parce qu'aujourd'hui, on a vu 3 reports de l'État. Oui. Est-ce que ce n'est pas un échec? Aujourd'hui, on ne voit pas un engouement de population. Vous-même, vous étiez aujourd'hui à une journée culturelle, je ne vais pas nommer l'école, où on voit des élèves, où on met la photo du président en disant votez massivement oui, en tant qu'éducateur, en tant que quelqu'un qui a enseigné. Quelle est votre impression? Vous dites que les reports successifs, c'est un échec. Oui. C'est ce que vous dites. Oui. Mais vous ne pensez pas que ces reports successifs... Il n'y a pas un engouement, les populations n'ont pas suivi. Non. Il n'y a pas un engouement. Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Je vous écoute. Mon appréciation, c'est la sagesse du pouvoir. C'est la sagesse du chef de l'État. Pour reculer, à chaque fois, pour permettre aux autres de revenir à la raison. C'est parce que les Mauritaniens, le référendum ne les intéresse pas. C'est tout bonnement ça. À chaque fois que le président a reporté, parce que c'est lui qui a les capacités, les pouvoirs de reporter, à chaque fois qu'il a reporté, d'abord, c'est parce que avec la commission de suivi, il a senti qu'il y avait nécessité de reporter. Et moi, j'estime que c'est une preuve de sagesse de sa part. En obligeant tous les fonctionnaires de s'inscrire. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est une réalité. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites. Attention encore. Attention à ce que vous dites, les journalistes. Oui. Attention, le pouvoir ne va pas... Puisqu'il y a une loi aujourd'hui, si les journalistes disent des choses qui ne sont pas vraies, c'est la diffamation, ils sont arrêtés. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette loi-là est en train de prendre du recul par rapport à la liberté d'expression. Ce n'est pas du recul. Oui. Ce n'est pas du recul par rapport à la liberté d'expression. Ce n'est pas du recul à la liberté de parole. C'est au contraire, c'est pour vous pousser à la maturation. C'est pour pousser les journalistes à la maturation. Est-ce que laisser la presse comme ça, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas les moyens de subsistance, c'est pousser à la maturation? Non, mais seulement on a attaqué le président aujourd'hui, vraiment c'est une personne. Vous savez, Monsieur Gaye,
si vous avez des problèmes dans la presse, Ouais. ce n'est pas sur ce plateau de télévision que vous allez régler. Non, soyez on l'a sage. interpellé, Soyez sage. mais vous, en tant que politicien, Oui, aujourd'hui, d'accord. vous attaquez les Je prends journalistes note. en disant que les journalistes... Attention, Oui. je n'ai pas attaqué les journalistes. Vous les avez attaqués. J'ai pas attaqué, j'ai Eh bien, parlé, vous avez attaqué Mahmoud j'ai Bougazelli, stigmatisé certains de leurs défauts Ouais. qui sont réels. J'ai stigmatisé certains de leurs défauts. Et je n'ai pas peur de stigmatiser les défauts de qui que ce soit. Vous le savez très bien. Bon, donc alors, je disais, ces reports, ça a permis aux gens de réfléchir, ça a permis aux gens de comprendre. Même nous, Arc-en-Ciel, ce sont ces reports qui nous ont permis de tellement bien comprendre l'enjeu, de tellement étudier, de tellement décortiquer cet accord Est-ce que nous politique. serons au rendez-vous du 5 août? Nous serons au rendez-vous du 5 août. Nous vous inviterons samedi prochain, Inch'Allah, nous inviterons toute la presse écrite, les télévisions, à venir au siège du parti. Le parti officialisera sa position pour Non, le votre position, référendum. déjà, on le connaît. Votre position, c'est de participer au référendum et de voter oui. Ça Attendez, n'étonne personne. n'amalgamez pas. Ça n'étonne personne. N'amalgamez pas. Attendez, oui. attendez. Nous participons au référendum Pour dire oui parce aux que amendements non. constitutionnels du président. Écoutez-moi, nous participons au référendum parce que simplement, un principe de base, une règle d'or à Arc-en-Ciel, on ne boycotte jamais. Oui. On ne boycotte jamais une joute électorale. Donc, le référendum étant une joute électorale, on ira au référendum. Maintenant, quant à voter oui ou voter non, je vous invite à venir le samedi au siège à partir de 18h. Vous aurez la réponse. Si on vous dit oui, on donnera des arguments objectifs qui convaincront tous les Mauritaniens. C'est le oui, c'est le oui. Oui, d'accord, attendez. Ce ne sera pas, Monsieur Gaï, ce ne sera pas un oui gratuit. Oui. Quand on dira oui, c'est un oui qui convaincra tous les Mauritaniens sages et honnêtes. Parce que ce sera un oui mathématique. On donnera des arguments, des preuves à l'appui. Attention, je dois gesticuler moins. C'est normal. Je dois gesticuler moins et élever encore moins. Et élever moins ma voix. Je me crois dans ma classe. Donc normal. alors, on donnera les arguments pour convaincre tous les Mauritaniens à aller voter oui. Si on donne également, si on décide de voter non, on dira également, on donnera les arguments qui vont pousser. Vous n'allez pas dire non. Certainement, on ne dira pas non. Oui, Certainement. Pourquoi? Oui. Je vais vous donner la Pourquoi? principale raison. Oui. Parce que nous avons accepté d'aller au dialogue. Parce que c'est le dialogue. Nous avons accepté l'accord politique Mais il y a signé. des partis qui ont participé au dialogue qui vont voter non. Moi, je parle de moi, je parle d'Arc-en-Ciel. Nous sommes conséquents. Nous avons accepté d'aller au dialogue. Nous avons osé braver toute la vindicte des gens qui n'avaient pas compris. On a été au dialogue. Il y a eu le dialogue à accoucher, si le terme est correct, excusez-moi, d'un accord politique qui nous engage. Cet accord politique, les dialoguistes réclament un référendum. On ne peut pas refuser d'aller au référendum. Ouais. Nous sommes au terme de l'émission. On va revenir avec... Mais samedi, samedi, je vous dis samedi, on vous enverra des lettres officielles pour demander à toute la presse de venir au siège, écouter les arguments d'Arc-en-Ciel. Oui, Naturellement, nous savons que ceux qui sont opposés, il y aura ceux qui seront opposés. Non, il faut pas aujourd'hui faire une campagne. Je vais attendre, je ne commence pas la campagne. Parce que la campagne commencera le 20 juillet. Je ne commence pas. Je parlerai de cette oligarchie-là qui va être contre ce référendum. Et je la mettrai à nu. Cette oligarchie, ces gens, cette opposition crypto-personnelle. Oui. Cette opposition crypto-personnelle. Quand vous parlez cette de oligarchie, c'est le président. Non, pas du tout. Vous parlez de qui? Pas du tout, je ne parle pas du président. Ah ouais. S'il était oligarque, il n'allait pas faire ce référendum. Il n'allait pas accepter d'apporter des changements. Mais 33 sénateurs se sont opposés par rapport à ce projet de loi. Mais 33 sénateurs, il y a le peuple mauritanien. Qui représente le peuple aussi. Non, une partie du peuple. Oui. Mais il y avait aussi 150 combien de députés? Oui. 100 combien? Mais les députés, c'est Non, le parti au pouvoir. C'est déjà acquis. C'est des représentants du peuple. On n'a même pas besoin de Je vous dis que à cette conférence que vous viendrez, s'il vous plaît, écoutez, je vous dirai pourquoi les oligarques sont
contre l'opposition. Pourquoi cette opposition crypto-personnelle est contre? Mais vous étiez vraiment au devant du FNDI aussi, on vous a entendu. Merci vous étiez très acerbe avec le président Mohamed Ould Abdelaziz. Merci de me rappeler que j'étais au FNDU. Ouais, aussi, vous étiez très acerbe au président. Demandez au FNDU. Pourquoi ce changement vraiment? L'autre jour, j'ai eu le plaisir, j'ai ri toute la nuit quand j'ai rencontré mes anciens amis du FNDU à une soirée de rupture de Ramadan. Quand un d'entre eux, je ne le nommerai pas, m'a dit, ben voilà, Balas, quand il était au FNDU, il était turbulent, il était chaud, il se bagarrait. Maintenant, il est devenu moins calme, il est devenu plus calme. Au FNDU, j'étais très chaud au FNDU, ils le savent. Je leur disais des vérités qui faisaient pleurer des présidents. Vous ne l'avez jamais appris? Mais aujourd'hui, avec les problèmes, aujourd'hui, la vie devient de plus en plus dure. Au FNDU, M. Gaye, je disais des vérités qui faisaient larmoyer des présidents du FNDU. Mais ils ne peuvent rien faire. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est l'État qui doit faire. Mais parce que c'est l'État qui a le pouvoir. Oui, c'est l'État qui doit faire. C'est l'État qui doit faire le pouvoir. Mais je dis que l'État doit prendre en considération l'opposition. Nous sommes au terme de l'émission. L'État doit considérer aussi l'opposition. C'est ça qui fait la démocratie. C'est ça qui permettra à l'État de rectifier les choses, de ne pas aller... On aurait bien aimé aborder la diaspora par rapport parce que Biram, tu m'as parlé de Biram. Oui, et la diaspora aujourd'hui, c'est très tendu entre vous et la diaspora. Oui, exact. Depuis que j'ai sorti le communiqué l'avant le Premier ministre, la diaspora... Sans les doubles nationalités. Pourquoi aujourd'hui vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que vous allez dénoncer, on dirait que double nationalité, c'est attendez, non. Oh, c'est triste. Que vous êtes triste. Je n'ai pas dénoncé les doubles nationalités. Le président Mohamed Ould Abdelaziz signe chaque jour des dizaines de décrets accordant la double nationalité à des milliers de Mauritaniens. J'ai dit que j'ai cette liste-là. Ces Mauritaniens qui ont eu la double nationalité 2014, 2015, 2016, 2017, mais qui n'ont pas l'honnêteté de le dire tout haut là-bas. Qui, quand ils voient ceux qui n'ont pas la double nationalité crier devant l'ambassade, ils vont crier avec eux alors qu'ils ont leur double nationalité. C'est une solidarité pour que tout le monde ait sa double nationalité. Non, s'ils étaient solidaires, non, Gueye, Mamadou, s'ils étaient solidaires, ils allaient dire à ceci la procédure à suivre. La procédure est très simple. Tout celui qui dépose, il l'a. Tout celui qui dépose. Le président, je vous dis, Mohamed Ould Abdelaziz, encore, je ne suis pas son avocat. Vous êtes votre... non, je ne suis pas son avocat. Vous êtes très proche du président. Vous êtes très proche du président. Non, parce que j'ai vu. Il signe chaque jour des dizaines de décrets de nationalité, de double nationalité, accordant la double nationalité à des Mauritaniens. J'ai la liste. Merci beaucoup, Monsieur Balas. Je m'excuse d'avoir élevé la voix. La prochaine fois, je ferai plus d'efforts encore pour diminuer le volume. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de cette humilité. Merci aussi de nous accorder. Je sais que votre calendrier est très chargé, mais vous avez tenu à répondre à la télévision pour éclairer l'opinion. Merci beaucoup pour ça. Mais si vous voulez que j'éclaire l'opinion, rappelez-moi encore pour que je parle de Biranda Oulabé. On va en revenir. Je vais vous appeler, Inch'Allah, pour de la diaspora et aussi de Biranda Oulabé. Vous étiez trop proche, mais maintenant, le fossé est large. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous recevoir chez vous à travers votre émission Opinion, à travers la télévision Shingit. Merci beaucoup à la technique. Nous vous disons bonsoir et au revoir. Merci.